Ce soir à l'émission, Écoute agricole célèbre 10 ans d'accompagnement psychosocial. Le stress financier est énorme. Et on ouvre une première cuisine communautaire à Saint-Placide. Ça fait longtemps qu'on travaille pour ce projet-là. En entrevue, je reçois la femme d'affaires Sandra Lacroix qui nous parle de l'application Flash Food. Le client va chercher ses produits, les choisit, paye directement sur l'application. Je m'entretiens également avec le docteur Jean-Luc Grenier à propos de l'éclosion de cas de rougeole dans les Laurentides. Il faut savoir que c'est très, très, très contagieux. Ouais. C'est la maladie la plus contagieuse qui soit. Bienvenue à Accès local. Mardi 28 janvier 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. L'organisme Écoute agricole fête son 10e anniversaire. Il y aura un souper bénéfice, mais l'occasion est belle de nous parler du travail que cet organisme-là accomplit dans la région. Oui, Claude, Écoute agricole qui a été fondé en 2015 et qui offre des services d'accompagnement psychosocial aux producteurs agricoles, à leurs familles, aux employés, ainsi que à tous les intervenants du milieu agricole dans la région des Laurentides, mais aussi à Laval et en Outaouais. L'année dernière, l'organisme a accompli plus de 1100 interventions et a aidé 138 personnes. D'abord, quel est le portrait général de la santé psychologique des agriculteurs? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études récentes sur le sujet. La dernière au Québec date de 2006. Les résultats révélaient que les agriculteurs étaient surreprésentés dans les statistiques de détresse psychologique. 50% vivaient de la détresse psychologique, alors que dans la population, en général, les chiffres ne dépassaient pas 23%. Une enquête canadienne démontre aussi que 57% des agriculteurs vivent de l'anxiété, 45% du stress intense et 35% de la dépression. Le taux de suicide est aussi plus élevé chez les travailleurs en milieu agricole. Et la production agricole, bien sûr, vit toujours avec son lot de difficultés, mais ces temps-ci, le fardeau est particulièrement lourd à porter. On écoute à ce sujet Magali Noiseux-Lorrain, directrice générale d'Écoute agricole. La liste est très longue, en fait, des facteurs vraiment de stress, des contraintes immenses qui pèsent sur le dos des agriculteurs. Le stress financier est énorme. Le coût de production augmente, mais pas nécessairement le prix pour lequel ils ont pour leurs légumes ou leur production. Et quels sont, Clara, les autres facteurs là, qui agissent négativement sur la santé mentale des agriculteurs? Madame Noiseux-Lorrain m'expliquait que les conflits familiaux sont souvent soulevés par les agriculteurs comme facteur de stress. Un autre des aspects qui entre en compte, c'est la pression exercée par les conditions climatiques qui deviennent imprévisibles avec le réchauffement de la planète. On peut penser aux pluies diluviennes qui avaient gâché certaines cultures lors de l'été 2023. Madame Noiseux-Lorrain nous en dit un peu plus à ce sujet. Les agriculteurs sont en première ligne des facteurs des changements climatiques pour tout type de culture. Tu sais, l'année passée, même les gens qui avaient des productions en serre, leurs serres étaient inondées. Une enquête de l'Université de Sherbrooke publiée en 2021 identifie aussi la solitude, les obligations légales ainsi que la surcharge de travail comme facteurs qui créent de la fatigue chronique chez les agriculteurs qui, à son tour, amène une détérioration de la santé mentale. Et ça, Clara, ce sont tous des problèmes pour lesquels Écoute agricole peut aider. Oui, l'organisme peut soutenir les travailleurs dans des situations variées, par exemple pour les personnes en situation de dépendance, de remise en question, qui vivent un deuil ou une maladie. Donc, ils sont outils pour faire face à des problèmes variés et pour rediriger les agriculteurs vers les bonnes ressources aux besoins. Pour fournir ces services, Écoute agricole compte sur des travailleuses de rang, des intervenantes formées spécifiquement pour comprendre la réalité des agriculteurs et agricultrices et qui travaillent souvent sur le terrain. Madame Noiseux-Lorrain nous explique l'importance d'avoir de l'aide professionnelle sensibilisée à la vie sur une ferme. Par exemple, parfois quand les agriculteurs vont voir leur médecin, ben celui-ci va proposer, ou en tout cas suggérer de prendre des vacances. Mais en agriculture, c'est vraiment plutôt compliqué. Ça peut être plutôt déprimant même de se faire dire, de se faire donner ce genre de solution-là. On va parler maintenant du souper bénéfice d'Écoute agricole qui aura lieu le 15 février. Oui, c'est la 8e édition de cette levée de fonds pour financer les services de l'organisme. Sous le thème cette année de Main sur le cœur pour nos agriculteurs. La soirée est présentée en formule hybride, en personne à la cabane à sucre sous le charme des érables à Saint-Eustache ou alors par format de boîte repas 4 services disponible à plusieurs points de chute dans la région. Ce sera l'occasion de souligner le 10e anniversaire de l'organisme. Malgré les défis omniprésents, Madame Noiseux-Lorrain se dit fière du chemin parcouru. Je lui laisse le mot de la fin. Donc vraiment, c'est plus facile de briser le tabou. Au départ, il y a 10 ans, les gens savaient pas trop c'est quoi une travailleuse de rang. Ils se disaient que ben non, il n'y en avait pas vraiment de besoin. Mais maintenant, les gens osent appeler, ils osent
référer leur famille, des collègues agriculteurs. Donc, on voit vraiment une différence sur le fait que c'est plus facile d'en parler et donc de prévenir la détresse. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de cuisine collective. À plus tard, Claude. La ville de Rosemère annonce la 5e édition de l'événement Citoyens à l'honneur qui rendra hommage en mai prochain à des personnes et des organismes qui contribuent à améliorer la qualité de vie des Rosemérois ou à faire rayonner la ville. Il est possible de soumettre la candidature d'une personne ou d'un organisme d'ici le 14 février. Les catégories proposées sont la culture, l'environnement, la jeunesse, technologie et nouveaux médias, communautaire, humanitaire, affaires, hommage posthume, sport, éducation et sciences. Citoyen à l'honneur est la plus haute distinction honorifique décernée par la ville de Rosemère. Loisirs Laurentides informe les athlètes de la région évoluant dans les catégories élite, relève et espoir qu'il est possible de soumettre leur candidature dans le cadre d'une remise de bourse qui aura lieu le 25 mai prochain lors du 22e gala du Fonds de l'athlète des Laurentides tenu au Centre culturel Val d'Espoir à Mirabel. Les athlètes peuvent aussi déposer leur candidature pour des bourses en sport collectif, la bourse académique Lise Bélanger et la bourse Persévérance sportive Milan Latulippe. Les athlètes ou leurs parents ont jusqu'au 23 février pour faire parvenir leur demande. La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme annonce avoir reçu une contribution de 30 000 $ offerte par la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord dans le cadre de sa campagne de financement annuel 2024-2025. Cette somme sera investie dans différents projets et événements dont la journée du vélo-golf, le loto-tirage, le mérite étudiant, la mise en place de projets en développement durable, le gala de l'implication et le soutien aux étudiants athlètes des cheminots. Connaissez-vous l'application Flash Food? C'est un outil qui permet aux consommateurs de réaliser des économies substantielles sur la facture d'épicerie tout en contribuant à la réduction du gaspillage alimentaire. J'en discute avec Sandra Lacroix, qui est marchande propriétaire du magasin Provigo Lacroix Saint-Sauveur. Bonsoir, Madame Lacroix. Bonsoir, M. Desjardins. Alors, c'est une toute nouvelle façon de magasiner là, qui s'offre aux consommateurs depuis 5 ans, puisque l'application a été lancée en 2019. Alors, dans un premier temps, expliquez-nous comment ça fonctionne et ça donne accès à quelle gamme de produits? Dans le fond, c'est une application. Flash Food, c'est une application. Donc, les gens doivent aller télécharger l'application. Oui. Un coup qu'ils sont inscrits, tout ça, dans le fond, chaque magasin qui sont, exemple, les Maxi et Provigo qui sont autour de la région, ils apparaissent dans l'application. Le client va chercher ses produits, les choisit, paye directement sur l'application. Un coup qui arrive en magasin, vient au service, puis il récupère ses produits. OK. Donc, quelle gamme de produits? C'est de tout. Dans le fond, il y a de la viande, des pains, du pain, des œufs. Ça diffère beaucoup de chaque jour. Parce que dans le fond, chaque jour, nous, on entretient les applications. On met des produits. Lorsqu'on voit que la date de péremption arrive à échéance, on met les produits en flash food. Est-ce qu'on dépasse la date de péremption ou si on arrête un petit peu avant? On arrête la journée, la date de péremption. Okay. Par contre, il y a beaucoup de produits qui sont congelés. Donc, avec ça, ça rajoute 30 jours de vie au client. Ah, 30 jours de vie. Exactement, les produits congelés. Vous savez comme moi qu'il y a des gens qui sont un peu frileux avec ça. La date de péremption, on les voit même, ils sont stratégiques dans... ils vont aller chercher le produit qui est au fond et tout ça. Comment on les rassure, ces gens-là? La date de péremption, sincèrement, faut se fier à la date de péremption, puis être encore bonne. Souvent, les produits sont bons après. Par contre, c'est la fraîcheur qui est garantie avant la date de péremption. Il n'y a aucun problème. La MAPAC, tout ça, tout est sécurisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Absolument. Bon, dans les Laurentides, ça a permis aux utilisateurs d'épargner globalement 433 000 $ en 2024 Exactement. seulement. 9 millions de dollars pour tout le Québec. Sur le plan de la réduction du gaspillage alimentaire, parce que ça, c'est l'autre objectif de cette chose-là, quelles sont les données que vous avez pour la région? Dans la région de Laurentides, c'est 74 000 kilos, dans le fond, de kilogrammes de nourriture que, juste en 2024, dans le fond, qui n'a pas été mis dans la poubelle. Fait que juste là, exactement, c'est énormément... Là, on parle de déchets qu'on enfouit ou de rejets qui auraient pu être compostés? Les trucs, dans le fond, si on peut les composter par la suite, ils vont aller au compost, okay. Dans le fond, exactement. Sinon, il y a des choses, malheureusement, qui ne se compostent pas, qui vont directement à la poubelle. Puis ça, c'est vous qui gérez ça? Là. Oui, exactement. C'est géré en magasin. On a aussi, quand même, on fait affaire quand même avec d'autres moissons Laurentides qui viennent quand même 3 fois semaine en magasin. Soupe et compagnie, qui est très populaire aussi dans la région de Saint-Sauveur. Garde-manger, le garde-manger aussi qu'on donne aussi régulièrement. Donc, l'aide aux organismes n'a pas cessé
baissé. Là, avec non, cette absolument pas. Elle continue. Flash Food ne pourrait pas tout régler. Par contre, on a quand même nos fournisseurs qui viennent dans le magasin. D'accord. Bon, les avantages, vous l'avez démontré, sont assez évidents là, pour les consommateurs, parce qu'on peut avoir des rabais qui peuvent aller jusqu'à 50 50 Est-ce que c'est oui. fréquent, ça, le 50 C'est fréquent, le 50 c'est régulier, le 50 Pour la femme d'affaires que vous êtes, Mme Lacroix, quels sont les avantages que vous y trouvez? Est-ce que vous avez dû réorganiser vos opérations? Nous, on a fait une petite section qui est destinée à ça en magasin. Oui. C'est bon, là. Je veux dire, pour notre conscience professionnelle, personnelle à moi, en tout cas personnellement, je suis très heureuse d'avoir implanté au magasin Saint-Sauveur le Flash Food. Social aussi, j'imagine. Absolument. Est-ce que l'application est utilisée par une grosse partie de votre clientèle? Ah, il y a quand même plusieurs clients, oui, exactement. Puis de plus en plus, les gens commencent à se jaser puis à vérifier parce que des fois, les gens sont frileux, fait qu'ils n'osaient pas. Ouais. De plus en plus, ils vont valider puis ils se rendent compte que les produits sont encore excessivement très bons. Là, quels sont les commentaires positifs et peut-être même aussi les bémols que vous recevez de la part de vos clients? C'est beaucoup des commentaires positifs que nous avons sur la réduction, le coût que les gens, dans le fond, les consommateurs économisent, c'est vraiment ça qui est avantageux à ce moment-là. Bon, ceux qui ont créé cette application-là se donnent pour mission, puis là, je copie mot pour mot, là, se donnent pour mission de nourrir les gens plutôt que les sites d'enfouissement. Ça part, ça, d'un constat à l'effet qu'il y a 33 % de notre approvisionnement alimentaire qui demeure invendu ou non consommé. Ça m'amène une question, je sens que vous la voyez venir dans votre œil. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gains d'efficacité à faire au niveau justement de la chaîne d'approvisionnement? Chaque jour, sincèrement, on travaille à essayer de réduire les achats, de s'ajuster. Par contre, c'est jamais... On n'a pas de boule de cristal, fait qu'on essaie le plus possible dans la base de ne pas avoir de gaspillage alimentaire dans les épiceries, mais ça reste qu'il y en aura toujours un petit peu, une petite pomme qui est poquée ou quoi que ce soit, qu'il y en aura toujours. Mais le sachant, pourquoi est-ce qu'on continue à mettre autant de produits en étalage ou dans les frigos? C'est pas une question piège, là. Il y a sûrement une stratégie de mise en marché. Bien, c'est la variété. Hein. Le consommateur, dans le fond, il se doit, lui, d'avoir plein de produits pour se satisfaire. On essaie de satisfaire quand même tous les gens pour tous les goûts. Donc, c'est beaucoup de variété en magasin. Là. D'accord. La chaîne que vous représentez se donne la cible de 0 gaspillage alimentaire d'ici 2030. Exactement. Est-ce que c'est envisageable et comment on peut arriver à ça? Maintenant, c'est pour ça qu'on fait affaire maintenant avec Flash Food. C'est pour ça que la compagnie, depuis plusieurs années, fait des recherches. Là, ils ont trouvé Flash Food, là, maintenant les moissons, les garde-manger. Fait que tranquillement, le compost aussi à la fin. Là, c'est vraiment le défi. Puis on le sait depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'on s'améliore aussi chaque année pour arriver à 0 poubelle en 2030. C'était une première année pour vous avec cette application-là. Oui. Est-ce que vous la recommandez? Absolument. Puis le client, dans le fond, le consommateur qui va là-dessus, là, je veux dire, il y a de la variété. C'est facile, c'est vraiment facile à utiliser. Pour vrai, là, il y a beaucoup d'avantages. Puis, à votre connaissance, est-ce que tous les magasins Provigo l'ont automatiquement? Oui, maintenant, les Provigo et les Maxi l'ont au complet. Les Maxi. Bon, oui. ben voilà. Alors, c'est une nouvelle façon de magasiner. Ça permet d'économiser et de réduire le gaspillage alimentaire. Sandra Lacroix, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie. La Fondation des jeunes de la DPJ offre un soutien financier de 575 000 $ à 17 initiatives portées par différents organismes et fondations réparties à travers le Québec. Parmi ces initiatives, on retrouve Ma place, mon réseau du Carrefour Jeunesse Emploi Laurentide. Ces projets s'inscrivent dans le programme Transition vers la vie autonome de la Fondation qui vise à épauler les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont ou qui ont été pris en charge par le système de la protection de la jeunesse dans plusieurs aspects de leur vie, comme l'insertion professionnelle, la persévérance scolaire et l'accompagnement psychosocial. Le 20 janvier dernier, les membres du syndicat des employés de la ville de Saint-Eustache ont organisé une manifestation devant la mairie pour dénoncer l'enlisement des négociations de leur convention collective. Ils ont exprimé, disent-ils, leur frustration face aux faibles salaires et au roulement excessif de personnel, facteurs contribuant à la dégradation des services municipaux. Selon le syndicat, la Ville pourrait voir une détérioration de la qualité des services, voire des bris de services, si aucune mesure n'est prise. La manifestation coïncidait avec le lancement d'une campagne publicitaire régionale destinée à alerter la population à ce sujet.
Ce dimanche 26 janvier, Émile Nadeau a décroché la 3e place lors de la Coupe du monde de saut acrobatique tenue au lac Beauport, un exploit réalisé devant ses proches venus l'encourager. L'athlète prévôtois de 21 ans a ajusté sa performance en super finale, optant pour une meilleure qualité plutôt qu'un saut plus difficile, ce qui lui a valu d'obtenir un pointage de 95,98. Ce podium le rapproche d'une qualification pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina en 2026. Une nouvelle éclosion de rougeole touche le Québec depuis le mois de décembre. On parle d'une maladie grave et très contagieuse, au point où la direction de la santé publique des Laurentides lance un appel à la vigilance et à l'importance de respecter les recommandations qui s'imposent. Le docteur Jean-Luc Grenier, médecin conseil en immunisation, est avec nous pour en parler. Docteur Grenier, bonsoir. Bonsoir. Bon, le gouvernement du Québec publie une liste là, qui est mise à jour régulièrement. Quels sont les chiffres dont vous disposez actuellement? Actuellement, on est particulièrement touché dans les Laurentides. Là, au Québec, on est rendu à 16 cas depuis la mi-décembre, mais 10 sont dans les Laurentides. 10, oh, alors, la majorité des cas. Oui, le premier cas, en fait, était une personne qui est venue à la réunion de l'OTAN à Montréal à la mi-décembre. Et un des résidents des Laurentides travaillait au même hôtel que résidait ce visiteur et a attrapé la rougeole. Et donc là, ça a commencé à se diffuser dans les Laurentides. La rougeole, faut savoir que c'est très, très, très contagieux. Ouais. C'est la maladie la plus contagieuse qui soit. Et c'est pas la picote. La picote, c'est une maladie contagieuse aussi, mais relativement bénigne. Mais la rougeole, ça peut être très sévère. La rougeole, là, ça entraîne des complications, des pneumonies, des problèmes neurologiques qui peuvent même aller jusqu'à la surdité et même la cécité. Donc, c'est une maladie qu'on ne doit pas négliger. Et donc, comme vous venez de le dire, le gouvernement du Québec, sur le site québec.ca/rougeole, il met la liste de tous les endroits qui ont été visités par des gens contagieux. Voilà. Donc là, on demande la collaboration de la population pour aller voir là-dessus. S'ils sont allés dans ces sites-là aux heures et aux dates qui sont indiquées, vous vous trouvez à être en contact avec un cas de rougeole. Comme je vous disais, c'est tellement contagieux là, que juste le fait d'avoir été là aux heures qu'il y avait cette personne-là contagieuse, même si vous la connaissez pas, vous l'avez pas rencontrée, vous êtes considéré en contact. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première affaire, si on a été exposé, il faut surveiller soi-même là, pendant 2 semaines. Ça peut sortir la rougeole là, en 1 à 2 semaines. D'accord? Ouais. Mais en plus, il faut vérifier si on est considéré protégé ou pas. C'est-à-dire que est-ce qu'on est bien vacciné ou pas bien vacciné? Alors, dans le site québec.ca, on explique bien, là, mais grosso modo, là, quand on est jeune, relativement jeune, né après 1980, il faut avoir 2 doses de vaccin dans notre pedigree, si vous voulez. Alors, si on a 2 doses de vaccin, on est considéré protégé, alors on n'a rien d'autre à faire que se surveiller. Mais si on n'est pas considéré protégé, là, il faut s'isoler pour éviter de devenir contagieux puis de répandre la bonne nouvelle, d'accord? C'est là que ça devient compliqué parce que la période d'incubation et la période de contagion sont très longues, particulièrement longues. Là. Oui, exactement. Et on est contagieux avant d'avoir les premiers symptômes. C'est ça un peu le problème. Mais deuxième chose, si on est une personne vulnérable, alors ça, c'est qui les personnes vulnérables? C'est les personnes qui pourraient faire les plus susceptibles de faire des grosses complications. Alors, ce sont les petits bébés de moins d'1 an, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir été vaccinés, les femmes enceintes et les personnes qui sont immunodéprimées, donc qui ont un moins bon système immunitaire, souvent à cause des médicaments, à cause des greffes ou des choses comme ça. Alors, si on est une personne fragile comme ça, il faut appeler le 811 parce que là, une infirmière va pouvoir évaluer votre degré de susceptibilité et on peut vous faire un traitement préventif rapidement. Mais on a un certain délai pour le faire. Alors, c'est pour ça qu'il faut rapidement là, aller consulter le site pour savoir si on est exposé. Puis si on est exposé, on appelle le 811 quand on est une personne
vulnérables. Vous avez mentionné qu'il y a 16 cas là, actuellement au Québec. On vient de traverser une pandémie de COVID où il y avait des centaines de milliers de cas, des dizaines de milliers de morts. Ça peut sembler très peu, ça, 16 cas pour le commun des mortels. Alors, pourquoi il faut s'inquiéter? Pourquoi est-ce qu'il y a cet appel à la vigilance pour si peu de cas? Parce que, voyez-vous, la rougeole, rappelez-vous de la variole. C'est une maladie encore plus sévère que la rougeole. On a réussi à l'éradiquer. Ça n'existe plus, la variole, grâce à la vaccination. Oui. Ben, la rougeole, on est sur le point depuis plusieurs années de l'éradiquer. C'est une maladie qui pourrait disparaître à tout jamais. Donc, c'est une maladie à surveillance vraiment élevée. Puis on veut arrêter cette maladie-là. Mais en plus, c'est une maladie qui fait des complications, puis qui, comme je vous disais, qui est très sévère. Elle l'est davantage que la COVID, en fait. Oui. Mais donc, effectivement, ça peut sembler peu de cas, mais c'est tellement contagieux que même des personnes, comme je vous disais, qui font juste passer dans une place, peuvent l'attraper. On a eu un cas à Saint-Jérôme qui n'était pas allé à l'hôpital pendant qu'un cas contagieux était présent, mais finalement, en le questionnant comme il faut, il dit « Ah, ben oui, c'est vrai. J'ai passé par la salle d'urgence pour aller téléphoner avec le téléphone public parce que mon cellulaire ne marchait pas. Je suis revenu en passant dans la salle d'attente. Puis il a été exposé au cas qui était dans la salle d'attente. Parce que ça reste dans l'air pendant quoi? 2 heures? À peu près 2 heures, à peu près 2 heures. Est-ce qu'une fois qu'on est infecté, Dr Grenier, est-ce qu'il est trop tard pour se faire vacciner? Oui, une fois qu'on a attrapé la maladie, il est trop tard. Mais sauf que si on a été exposé, si on voit qu'on a été dans les lieux d'exposition et qu'on n'est pas encore malade, on est allé, par exemple, en fin de semaine à un lieu où on a été exposé, ben là, on peut prendre un rendez-vous sur InfoSanté, mais là, c'est important d'écrire vaccination rougeole, et parce qu'on est peut-être en phase d'incubation. Hein. Et donc là, le site, pas InfoSanté, pardon, mais le site Clic Santé pour prendre des rendez-vous de vaccination, il va nous poser la question et il va nous faire un rendez-vous que les employés vont pouvoir nous mettre en isolement pour nous vacciner le plus vite possible, évidemment. D'accord. Écoutez, en terminant, Dr Grenier, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'influenza aussi, parce que je pense qu'il y a une explosion de cas là actuellement. Oui, actuellement, ben, on s'y attendait. Hein. On a eu le VRS à l'automne, puis l'influenza cette année a un peu tardé. Mais là, ça circule abondamment. J'ai pas des chiffres précis, mais de toute façon, l'influenza, on fait des estimés. Hein. C'est pas une maladie à déclaration obligatoire comme la rougeole. Là. La rougeole, chaque cas doit être déclaré. On les compte un par un. Mais l'influenza, c'est des indicateurs de nombre de consultations à l'urgence, tout ça. Alors là, on est dans le pic en augmentation. Écoutez, Dr Jean-Luc Grenier, médecin conseil en immunisation à la Direction de santé publique des Laurentides, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, la municipalité de Saint-Placide a inauguré sa toute première cuisine communautaire. Vous étiez sur place. Oui, Claude, une cuisine collective donc qui permettra aux organismes d'entraide de la région de préparer et de transformer la nourriture sur place. Une panoplie d'activités pourront maintenant être offertes aux citoyens des alentours de Saint-Placide. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande journée de voir l'inauguration de la cuisine communautaire enfin, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Non seulement la cuisine communautaire, on va faire la distribution alimentaire, mais aussi on fait de la conversion alimentaire. Les produits qui nous sont envoyés par Moisson Laurentide, on les transforme, c'est de la transformation en fait, et on fait des petits plats. Donc, c'est tout nouveau, là. On prend possession des locaux, là, puis on est assez excités de ce nouvel endroit. Donc, puis on a beaucoup de bénévoles. Les bénévoles sont enthousiastes. On est très, très contents. On va avoir enfin notre endroit pour nous. Non seulement on va faire de la distribution, on va faire de la transformation alimentaire, mais on a aussi intérêt à faire de la cuisine collective avec des gens de la municipalité. Déjà, on fournit certains petits plats pour l'école. Dans le fond, c'était limité ce qu'on peut faire à l'intérieur de nos locaux, compte tenu que la municipalité a accepté de confier la gestion du local au Carrefour d'entraide, qui
qui chapeaute la transformation et la distribution. Fait que dans le fond, le Carrefour d'entraide va chapeauter toutes les activités qui vont se faire ici. Fait qu'on est très, très contents. On remercie évidemment la municipalité et tous les donateurs qui ont participé à la création de ce beau projet-là. C'est sûr que c'est un lieu qui va être convivial, que les gens vont pouvoir venir. De les gens qui reçoivent de l'aide alimentaire, mais de deux aussi, on veut créer des groupes pour aider. On sait qu'on a beaucoup de personnes âgées dans notre municipalité. Il y en a qui cuisinent pratiquement plus ou parce qu'ils ne veulent pas cuisiner pour eux tout seuls. On veut faire des groupes de cuisine avec les gens qui viennent. On va préparer avec eux leur nourriture. On va leur montrer ou leur faire voir de nouvelles façons d'apprêter les aliments. Puis ils vont repartir avec le plat. Ils vont en avoir pour la semaine. Ils vont revenir la semaine d'après. C'est un endroit qu'on veut convivial beaucoup, là. Tu sais, qui permettent que les gens communiquent avec nous, puis on redonne, là. Tu sais, franchement, là, on ne pouvait pas mieux espérer. On est très contents. C'est sûr que la première des choses, c'est de venir en aide à notre collectivité. On a des gens qui sont à faible revenu à Saint-Placide, puis on a besoin d'agrémenter ça, de bonifier l'aide qu'on leur donne aujourd'hui, puis aussi de développer de nouvelles activités. Saint-Placide, c'est 94 du territoire qui est agricole. Donc, on espère qu'on va pouvoir mettre en valeur les produits de nos agriculteurs ici, localement, à Saint-Placide. Donc, ici, c'était l'ancienne caserne de pompiers. Donc, on avait 2 camions. Donc, c'était une remise avec... donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travaux de réaménagement. Avec une cuisine collective comme celle-ci, ils font aussi des jardins collectifs. Ils veulent faire des projets communautaires, collectifs dans leur cuisine. Moi, j'invite la population à se mobiliser puis à regarder si ça leur tente de devenir une ville nourricière. C'est une appellation qui est nouvelle, mais que lorsqu'on l'a, là, ça mobilise beaucoup les gens, puis ça fait en sorte là, qu'il y a des budgets aussi qui sont donnés pour faire des projets, inviter des gens à leur parler de culture, de nourriture, tout ce qui a rapport avec l'agroalimentaire. Fait que donc, une ville nourricière, puis en plus, Saint-Placide a un grand bassin là, de territoire, c'est-à-dire un grand territoire agricole. Fait que donc, ils ont tous les éléments pour devenir vraiment une ville nourricière et d'être reconnue une ville nourricière. Et j'invite la population à se mobiliser puis à travailler sur ce projet-là. Ça serait vraiment emballant et très intéressant pour tous les citoyens de Saint-Placide. Alors, le développement d'une communauté nourricière repose sur certains principes, entre autres le soutien des agriculteurs, l'éducation des citoyens sur leur alimentation et la réduction du gaspillage alimentaire, parmi plusieurs éléments. Dans la région, la ville de Mirabel s'est munie d'un plan de développement d'une communauté nourricière. C'est aussi le cas de Saint-Joseph-du-Lac qui travaille sur le projet depuis 2021. La création d'une bibliothèque de semences à jardin, le démarrage d'une initiative de glanage et l'aménagement d'une serre municipale sont des actions concrètes que Saint-Joseph-du-Lac a mises en place dans le cadre de cette démarche. La construction d'une cuisine collective ainsi que la tenue d'ateliers culinaires figurent aussi dans la liste des critères qui font de la municipalité une communauté nourricière. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. La tablée politique suit à l'instant avec Michel Goyer. Bonne soirée à notre antenne.